Il existe une étoile si colossale que si elle remplaçait notre Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Saturne, engloutissant au passage Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. Même la lumière, qui voyage à la vitesse maximale que l'univers autorise, mettrait des heures entières pour la traverser d'un bout à l'autre. Cette étoile est réelle, mesurée, et elle brûle en ce moment même, dissimulée derrière d'épais voiles de poussière interstellaire. Connu sous le nom de Stephenson 218, ce supergéant rouge agonisant est l'étoile la plus grande jamais découverte. Ses dimensions défient l'intuition, poussent la physique stellaire jusqu'à ses limites extrêmes et nous forcent à reconsidérer jusqu'où une étoile peut réellement grandir avant de s'effondrer sur elle-même. Pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, cette étoile n'existait tout simplement pas pour nous. Non pas parce qu'elle n'était pas encore formée, non pas parce qu'elle était trop lointaine, mais parce qu'elle était cachée, enfouie derrière d'épaisses murailles de poussière interstellaire, sa lumière n'atteignant jamais les yeux humains. Même les télescopes optiques les plus puissants du XXe siècle n'auraient vu qu'une obscurité totale à l'endroit précis où cette étoile brûle. L'histoire de la plus grande étoile connue ne commence pas par sa découverte, mais par sa dissimulation. Pour comprendre pourquoi Stephenson 218 est resté invisible aussi longtemps, il faut se tourner vers l'une des régions les plus denses et les plus complexes de notre galaxie. La Voie des Voies lactées n'est pas un disque d'étoiles propre et transparent. Elle est parcourue d'immenses nuages de gaz et de poussière, vestiges de morts stellaires passées et matières premières des naissances d'étoiles à venir. Ces nuages se concentrent là principalement vers les régions intérieures de la galaxie, là où la formation d'étoiles a été la plus intense depuis des milliards d'années. Depuis la Terre, lorsque nous regardons en direction de la constellation de l'Écu de Sobieski, nous regardons vers le cœur peuplé de la Voie lactée. En lumière visible, cette région paraît riche et brillante, peuplée d'innombrables étoiles. Mais cette luminosité est trompeuse. Elle ne représente que les couches les plus proches de la galaxie. Au-delà se trouvent de vastes populations d'étoiles entièrement cachées, obscurcies par une poussière si épaisse que la lumière visible est absorbée et dispersée bien avant de pouvoir s'en échapper. Pendant des siècles, cela a signifié que certaines des étoiles les plus extrêmes de notre galaxie existaient complètement hors de portée de la conscience humaine. La poussière interstellaire et ses composés de grains microscopiques, composés carbonés, silicates et molécules gelées, dont la taille correspond approximativement à la longueur d'onde de la lumière visible. Quand la lumière visible rencontre ces particules, elle se disperse efficacement, comme la lumière du Soleil dans un brouillard dense. Le résultat est ce qu'on appelle l'extinction. Les étoiles situées derrière des nuages de poussière apparaissent plus faibles, plus rouges ou disparaissent totalement. Stephenson 218 se trouve derrière certaines des zones d'extinction les plus intenses de la Voie lactée. En longueur d'onde visible, elle est pratiquement effacée. Sa lumière a été réduite par des facteurs de dizaines de millions. Même si elle était l'une des étoiles les plus brillantes de la galaxie, les télescopes optiques ne verraient rien. C'est pourquoi sa découverte a dû attendre une autre façon de voir. La lumière infrarouge se comporte différemment. Ses longueurs d'onde sont plus grandes, plusieurs fois plus grandes que la lumière visible, ce qui lui permet de se faufiler entre les grains de poussière avec beaucoup moins de dispersion. Là où la lumière visible est bloquée, la lumière infrarouge passe. L'univers qui apparaît sombre et vide aux télescopes optiques devient peuplé et lumineux dans l'infrarouge. À la fin du XXe siècle, les astronomes ont commencé à cartographier systématiquement la Voie lactée en longueur d'onde infrarouge. Ces relevés ne révélaient pas d'images nettes au départ. Ils révélaient des anomalies, des sources infrarouges inhabituellement brillantes, regroupées dans des régions où la lumière visible ne montrait presque rien.
Une telle anomalie est apparue dans la direction de l'écu de Sobieski. En 1990, l'astronome Charles Bruce Stevenson a catalogué un groupement dense d'objets brillants en infrarouge, en explorant le plan galactique. À l'époque, la technologie ne permettait pas d'analyse détaillée. L'amas fut noté, étiqueté et largement mis de côté, juste une entrée parmi des milliers. Personne ne savait encore quel type d'étoile occupait cet amas. Des années plus tard, des détecteurs infrarouges améliorés ont commencé à distinguer les étoiles individuelles au sein de ce groupement. Ce qui en émergea était stupéfiant. L'amas, désormais connu sous le nom de Stephenson 2, contenait un nombre inhabituellement élevé de supergéants rouges, des étoiles déjà dans les dernières étapes de leur vie. Trouver même quelques supergéants rouges ensemble est rare. En trouver plus de 20 dans une région compacte est extraordinaire. Les supergéants rouges sont des étoiles massives surprises dans une phase évolutive éphémère. Elles vivent vite, brûlent leur carburant rapidement et s'étendent vers l'extérieur à mesure que leur structure interne se modifie. Cette phase ne dure qu'une infime fraction de la vie totale d'une étoile. Capturer autant d'étoiles simultanément dans cette phase exige un timing précis. Stephenson 2 est exactement un tel instantané. L'amas ne s'étend que sur quelques années-lumière, mais contient des dizaines d'étoiles nées ensemble, ayant évolué ensemble et qui meurent maintenant ensemble. C'est un cimetière stellaire au ralenti. Un endroit où des étoiles massives gonflent, perdent leur couche externe et se préparent à des fins violentes. Parmi ces géantes, une étoile s'est immédiatement démarquée. Elle était plus brillante dans l'infrarouge que toutes les autres, plus froide en température, mais d'une luminosité écrasante. Son rayonnement énergétique ne pouvait pas s'expliquer par la masse seule. Quelque chose dans sa taille était fondamentalement différent. Cette étoile allait finalement être étiquetée Stephenson 218. Au début, les astronomes ont hésité. Les affirmations extrêmes exigent des preuves extrêmes. Mesurer la taille des étoiles à des distances de dizaines de milliers d'années-lumière est notoirement difficile. La luminosité seule ne suffit pas. Une petite étoile proche peut paraître plus brillante qu'une étoile massive lointaine. Sans mesure précise de distance, la taille physique reste incertaine. Pendant des années, Stephenson 218 est resté dans les limbes scientifiques, soupçonné d'être énorme, mais pas encore confirmé. La percée est venue de la convergence de plusieurs technologies. Une photométrie infrarouge précise a révélé sa température et sa luminosité. La spectroscopie l'a identifié comme un supergéant rouge. Et surtout, des estimations de distance améliorées ont situé l'ensemble de l'amas à environ 20 000 années-lumière de la Terre. Quand ces éléments se sont assemblés, les calculs sont devenus inévitables. Ce n'était pas seulement une grande étoile, c'était quelque chose de sans précédent. Même les estimations les plus conservatives plaçaient son rayon à plus de 1800 fois celui du Soleil. D'autres analyses poussaient le chiffre au-delà de 2000 rayons solaires. L'incertitude n'affaiblissait pas la conclusion, elle la renforçait. Peu importe comment les chiffres étaient ajustés, l'étoile restait plus grande que toutes les concurrentes connues. Stephenson 218 avait discrètement pris la couronne. Ce qui rend cette découverte particulièrement frappante, c'est à quel point l'étoile semblait ordinaire dans les premières données. Pas d'explosion, pas de soudaine lueur, pas d'événement dramatique annonçant sa présence. Elle existait depuis des millions d'années, sans fanfare, cachée simplement parce que nous n'avions pas encore appris à regarder correctement. C'est un thème récurrent en astronomie. L'univers ne change pas pour s'adapter à notre compréhension. Il se révèle uniquement quand nos outils s'améliorent suffisamment pour le rattraper. Chaque nouvelle fenêtre de longueur d'onde, radio, infrarouge, rayons X, gamma, a mis au jour des classes entières d'objets qui ont toujours été là, à attendre.
Stevenson 2.18 est l'une de ces révélations. Elle force une confrontation avec l'échelle, non pas une échelle théorique, non pas des distances cosmologiques abstraites, mais une taille physique. À quel point une étoile peut devenir grande avant que la physique elle-même n'intervienne. Cette étoile ne défie pas doucement l'intuition. Elle la brise. Une étoile est censée être compacte, dense, intense. Stevenson 2.18 est diffuse, gonflée et fragile. Ses couches externes sont si peu retenues qu'une légère poussée, selon les critères stellaires, peut envoyer des matériaux dérivés dans l'espace. C'est un géant construit comme du brouillard, maintenu par un équilibre délicat qui ne peut pas durer. Et pourtant, pour ce bref moment cosmique, elle existe. Découvrir une étoile est une chose. Prouver qu'elle est vraiment sa taille en est une autre. À des distances mesurées en dizaines de milliers d'années-lumière, même les étoiles les plus grandes se réduisent à des points de lumière. Aucun télescope, aussi puissant soit-il, ne peut simplement zoomer et révéler un bord visible. Du point de vue de la Terre, une étoile de la taille de notre Soleil et une étoile assez grande pour avaler Saturne peuvent apparaître identiques, minuscules, non résolues et lointaines. Tel est le défi central que les astronomes ont dû relever avec Stevenson 2.18. Pour mesurer quelque chose d'aussi éloigné, les scientifiques ne peuvent pas s'appuyer sur des images directes. Ils doivent reconstruire la taille physique de l'étoile indirectement en utilisant la lumière elle-même comme outil de mesure. Ce processus ressemble moins à la prise d'une photographie qu'à la résolution d'un puzzle où chaque pièce comporte une incertitude et où chaque hypothèse doit être testée contre la physique. La première pièce du puzzle, c'est la luminosité. La luminosité d'une étoile telle qu'elle est faite et vue depuis la Terre nous indique quelle quantité d'énergie atteint nos télescopes. Mais la luminosité seule est trompeuse. Une bougie proche peut paraître plus brillante qu'un phare lointain. Pour convertir la luminosité en taille physique, les astronomes doivent connaître la distance à l'étoile et la température de sa surface. La distance vient en premier. La méthode la plus fiable pour mesurer la distance stellaire est la parallaxe, le déplacement apparent de la position d'une étoile par rapport à des objets d'arrière-plan lointains, à mesure que la Terre tourne autour du Soleil. Ce déplacement est minuscule. Même pour des étoiles relativement proches, il est plus petit que la largeur d'un cheveu humain vu à des kilomètres de distance. Pour des étoiles distantes de milliers d'années-lumière, le déplacement devient presque imperceptiblement petit. Pendant une grande partie de l'histoire de l'astronomie, les mesures de parallaxe étaient limitées aux étoiles voisines. Tout ce qui se trouvait profondément dans la galaxie comportait de grandes incertitudes. Cela a changé avec le lancement du satellite Gaïa. Gaïa a mesuré de manière répétée les positions de près de 2 milliards d'étoiles avec une précision extraordinaire, détectant des déplacements aussi petits que des micro-arcs secondes. Pour Stevenson 2.18 et l'amas qui l'entoure, Gaïa a finalement fourni une ancre de distance fiable. L'étoile n'était pas inhabituellement proche, elle était véritablement éloignée, enfouie dans les régions intérieures de la Voie lactée. Une fois la distance établie, la luminosité a pu être calculée, soit la quantité d'énergie que l'étoile émet réellement. Et les chiffres étaient extrêmes. Stevenson 2.18 émet des centaines de milliers de fois plus d'énergie que notre Soleil. Mais la luminosité seule ne révèle toujours pas la taille. Une étoile peut être extrêmement lumineuse, soit parce qu'elle est parce qu'elle est très chaude, soit parce qu'elle est très grande. La température est la clé suivante. Les astronomes déterminent la température stellaire en analysant le spectre d'une étoile, la façon dont sa lumière se répartit sur différentes longueurs d'onde. Les étoiles chaudes culminent dans la lumière bleue ou ultraviolette. Les étoiles plus froides brillent dans le rouge et l'infrarouge. Le spectre de Stevenson 2.18 l'a clairement identifié comme un supergéant rouge,
avec des températures de surface d'environ 3000 à 3500 Kelvin. Cette température est froide selon les normes stellaires, plus froide que notre Soleil, plus froide que de nombreuses étoiles visibles à l'œil nu. Et c'est là que le problème d'échelle devient inévitable. Si une étoile est relativement froide, mais émet d'énormes quantités d'énergie, la seule explication est la surface. L'étoile doit être immense. La physique n'offre pas d'autre option. Cette relation est régie par une règle fondamentale appelée la loi de Stefan Boltzmann. Elle stipule que l'énergie totale rayonnée par une étoile dépend de deux choses, sa température et sa surface totale. La température compte beaucoup, mais la surface compte tout autant. Stephenson 218 rayonne moins d'énergie par mètre carré que le Soleil, mais elle possède des milliards de fois plus de mètres carrés. Quand les astronomes ont combiné distance, luminosité et température, le résultat a choqué même les spécialistes habitués aux extrêmes. Le rayon calculé dépassait 2000 fois celui du Soleil. Pour mettre cela en perspective, si le Soleil était de la taille d'un ballon de basketball, Stephenson 218 serait une sphère plus haute qu'un gratte-ciel. Pourtant, même ce calcul venait avec des précautions. Les supergéants rouges ne sont pas des objets solides au bord net. Leurs atmosphères s'estompent progressivement dans l'espace. Il n'y a pas de surface dure où l'étoile se termine. Les astronomes doivent définir une limite, généralement la photosphère, la couche où l'étoile devient suffisamment opaque pour que la lumière s'échappe librement. Dans les supergéants rouges, cette limite ressemble davantage à du brouillard qu'à un mur. Cela introduit une incertitude. Selon la longueur d'onde, la méthode d'observation et le modèle atmosphérique utilisé, le rayon apparent peut varier de centaines de rayons solaires. Certaines mesures placent Stephenson 218 plus près de 1800 rayons solaires. D'autres dépassent les 2300. Mais voici l'essentiel. Chaque mesure crédible la place au-dessus de toutes les autres étoiles connues. Même en appliquant l'incertitude de manière conservative, Stephenson 218 reste la plus grande. Une autre complication vient de la variabilité. Les supergéants rouges pulsent. Elles se dilatent et se contractent sur des périodes pouvant durer des années. Leur luminosité change. Leurs atmosphères gonflent et se rétractent. Une mesure prise lors d'une phase de ce cycle ne correspondra pas à une mesure prise des années plus tard. Stephenson 218 change probablement de taille de centaines de millions de kilomètres au fil du temps. Cela seul introduit des marges d'erreur plus grandes que le diamètre de systèmes planétaires entiers. Et pourtant, malgré cette respiration, malgré ces incertitudes, l'étoile se retrouve constamment au sommet de chaque comparaison de taille. Les astronomes utilisent également des mesures de diamètre angulaire pour contraindre directement la taille. Cette technique mesure la taille apparente de l'étoile dans ce ciel, exprimée sous forme d'angle. Pour les étoiles bien proches, des interféromètres, des réseaux de télescopes répartis sur de grandes distances, peuvent résoudre directement des disques stellaires. Stephenson 218 est trop distante et trop obscurcie pour une résolution angulaire directe. Mais des modèles calibrés à partir de supergéants rouges plus proches permettent aux astronomes d'inférer indirectement la taille angulaire à partir des distributions de flux infrarouges. Encore une fois, différentes méthodes convergent. Chaque chemin mène à la même conclusion. Il ne s'agit pas d'un record marginal. Ce n'est pas une anomalie statistique. Stephenson 218 n'est pas plus grande de quelques pourcents. Elle est plus grande de centaines de rayons solaires. La confirmation n'est pas arrivée lors d'une seule annonce dramatique. Elle a émergé discrètement à travers de multiples études, à mesure que les données s'amélioraient et que les incertitudes se rétrécissaient. Un article en a renforcé un autre. Des équipes indépendantes ont obtenu des résultats similaires en utilisant des hypothèses différentes. C'est cette convergence qui compte en science. Si une seule étude affirmait une valeur aussi extrême, elle serait remise en question. Quand de nombreuses analyses indépendantes s'accordent, la confiance grandit.
À la fin des années 2000, la communauté astronomique a largement accepté ce que les chiffres disaient. La plus grande étoile connue avait été identifiée. Ce qui rend cela particulièrement remarquable, c'est à quel point Stephenson 2.18 semble proche des limites théoriques. La physique stellaire ne permet pas aux étoiles de grandir indéfiniment. À mesure que les étoiles s'étendent, la gravité à leur surface s'affaiblit. La perte de masse augmente. Les vents stellaires arrachent de la matière. L'expansion finit par stagner. Stephenson 2.18 se situe exactement à cette limite. Elle est suffisamment grande pour que ses couches externes soient à peine liées gravitationnellement. La matière s'en échappe continuellement. L'étoile se perd activement dans l'espace, perdant de la masse tout en brillant. Cela suggère que nous l'observons à un moment fugace, près de son expansion maximale, juste avant que sa structure ne puisse plus être maintenue. Les mesures font bien plus que classer un détenteur de record. Elles testent la théorie. Les modèles d'évolution stellaire doivent expliquer non seulement comment une telle étoile se forme, mais comment elle survit assez longtemps pour être observée. Chaque paramètre, masse, métallicité, rotation, convection, perte de masse, doit s'aligner parfaitement. Stephenson 2.18 n'est pas seulement la plus grande étoile connue. Elle est la preuve que l'univers peut pousser les étoiles jusqu'à l'extrême limite de la possibilité physique et les maintenir là brièvement avant que la gravité ne reprenne le dessus. À première vue, l'existence de Stephenson 2.18 semble impossible. La gravité attire la matière vers l'intérieur. Cette règle est universelle. Plus un objet devient massif, plus cette attraction devrait être forte. Par instinct, on s'attendrait à ce que les étoiles plus grandes soient les plus denses, les plus compactes, les plus solidement liées. Stephenson 2.18 viole complètement cette attente. Elle est vaste non pas parce qu'elle est densément comprimée, mais parce que la majeure partie de son volume est presque vide. Cette étoile n'est pas construite comme un objet solide. Elle est construite comme du brouillard. Pour comprendre comment quelque chose d'aussi grand peut exister sans s'effondrer sous son propre poids, il faut abandonner les idées quotidiennes sur la structure et les remplacer par des idées stellaires. Stephenson 2.18 n'est pas un corps uniforme unique. C'est une hiérarchie extrême de couches, chacune se comportant très différemment, chacune fonctionnant dans des conditions physiques différentes. En son centre se trouve le noyau, une région qui occupe une fraction presque négligeable du volume total de l'étoile. C'est là que se produit la fusion nucléaire, là où une pression et une température immenses forcent les noyaux atomiques à se combiner en libérant de l'énergie. Par rapport au reste de l'étoile, le noyau est compact, dense et violent. Et pourtant, même là, le noyau d'un supergéant rouge est plus petit que l'orbite de Mercure. Tout au-delà de ce noyau est expansion. Autour du noyau se trouvent des masses et des couches où se produisent différentes réactions nucléaires. L'hydrogène brûle dans une couche, l'hélium dans une autre, des éléments plus lourds, encore plus profondément. Chaque couche contribue à l'énergie, et cette énergie doit voyager vers l'extérieur. Ce faisant, elle remodèle l'étoile. Plus on s'éloigne du centre, plus la densité chute de façon spectaculaire. Dans des étoiles comme notre Soleil, cette diminution est progressive. Dans les supergéants rouges, elle est extrême. Les couches externes se gonflent vers l'extérieur, répartissant la masse sur d'énormes volumes, jusqu'à ce que la gravité puisse à peine les maintenir en place. Cela crée une étoile où la majeure partie de la masse est concentrée près du centre, tandis que la majeure partie du volume est presque vide. Si l'on pouvait calculer la densité moyenne de Stephenson 2.18 sur l'ensemble de son diamètre, le résultat serait stupéfiant. Sa densité moyenne est inférieure à celle de l'atmosphère terrestre par des millions de fois. En fait, une grande partie de son enveloppe externe est moins dense que le vide entourant les engins spatiaux en orbite.
C'est pourquoi la taille seule peut être trompeuse. L'étoile n'est pas assez massive pour s'écraser vers l'intérieur à sa surface. Sa gravité y est faible, si faible qu'un être humain pourrait théoriquement flotter près de ses couches externes sans être fortement attiré vers le bas, si la chaleur n'était pas instantanément fatale. La question devient alors, qu'est-ce qui maintient l'étoile gonflée? La réponse est le flux d'énergie. Au plus profond de l'étoile, les réactions nucléaires génèrent une énergie énorme. Cette énergie se déplace vers l'extérieur, repoussant la gravité. Dans les régions intérieures, l'énergie voyage sous forme de rayonnement, des photons rebondissant sans cesse entre les particules, diffusant lentement vers l'extérieur. Mais plus loin, le rayonnement devient inefficace. La matière est trop opaque. Le gradient de température devient trop raide. À ce stade, l'étoile commence à bouillonner. La convection prend le relais. De grandes bulles de gaz chaud s'élèvent vers la surface, se refroidissent, puis redescendent, remplacées par de nouvelles bulles montantes. Ce processus est familier dans l'eau bouillante. Mais dans Stephenson 2.18, l'échelle est incompréhensible. Les cellules de convection individuelles peuvent s'étendre sur des distances plus grandes que l'orbite de Jupiter. Des systèmes planétaires entiers pourraient exister à l'intérieur d'un seul panache de gaz en ascension. Ces mouvements convectifs sont ce qui permet à l'étoile de s'étendre aussi loin. La convection transporte l'énergie efficacement, empêchant les couches externes de s'effondrer tout en leur permettant de rester fraîches. Des températures plus basses signifient moins de pression de rayonnement à la surface, ce qui permet à l'enveloppe de s'étirer vers l'extérieur sans être immédiatement soufflée. Cela crée une situation paradoxale. L'étoile est énorme parce qu'elle est froide. Elle est lumineuse parce qu'elle est énorme. Chaque mètre carré de sa surface émet moins d'énergie que la surface du Soleil. Mais il y a des milliards et des milliards de mètres carrés de plus. Le résultat est une étoile qui brille avec la puissance de centaines de milliers de soleils, tout en émettant une lumière rouge profonde et discrète. L'atmosphère externe de l'étoile n'est pas lisse. Elle est turbulente, inégale, en constante évolution. Des régions brillantes marquent là où le matériau chaud monte. Des régions plus sombres marquent le gaz qui descend. La surface remue lentement, se remodelant au fil des mois et des années. Et il n'y a pas de limite nette. Contrairement à une planète, un supergéant rouge n'a pas de surface définie sur laquelle on pourrait se tenir. Son atmosphère s'amincit progressivement, passant d'un gaz dense à un plasma ténu, puis à un quasi-vide. Les astronomes définissent la surface comme la photosphère, la couche où la lumière peut finalement s'échapper librement. Mais au-dessus se trouve une atmosphère étendue qui s'étire sur des millions de kilomètres plus loin. Dans Stephenson 2.18, cette atmosphère étendue est si grande que définir où l'étoile se termine vraiment devient en partie une question de convention. Selon la longueur d'onde et la méthode utilisée, la taille apparente peut varier. C'est l'une des raisons pour lesquelles les estimations de taille diffèrent. Et pourtant, même en tenant compte de cette ambiguïté, l'étoile reste sans égale. La fragilité de cette structure ne peut pas être sous-estimée. Les couches externes ne sont que faiblement liées. De petites perturbations, pulsations, convection, pression du rayonnement peuvent soulever des matériaux et les éjecter entièrement de l'étoile. Stephenson 2.18 perd activement de la masse, déversant ses couches externes dans l'espace à travers de puissants vents stellaires. Cette perte de masse n'est pas douce. Elle est constante et immense. L'étoile perd en une seule année plus de masse que le Soleil n'en perdra en des millions d'années. La poussière se forme dans les couches externes en refroidissement, absorbe la lumière stellaire et est repoussée vers l'extérieur par la pression du rayonnement, entraînant le gaz avec elle. Avec le temps, ce processus érodera l'enveloppe de l'étoile. C'est pourquoi une taille aussi extrême ne peut pas durer.
Stephenson 2.18 est proche de la limite supérieure de ce que la physique stellaire permet. Toute expansion supplémentaire affaiblirait suffisamment la gravité de surface pour que l'étoile se déchire tout simplement. L'équilibre qu'elle maintient est sain et temporaire, délicat et instable. Et cette instabilité est la clé. Les supergéants rouges représentent une phase évolutive brève. Ce ne sont pas l'aboutissement naturel de la vie stellaire, mais un état de transition, un gonflement avant l'effondrement. Les processus mêmes qui gonflent l'étoile signalent également que sa structure interne change rapidement. Profondément à l'intérieur, des éléments plus lourds se forment. Chaque étape rapproche le noyau du moment où la fusion ne pourra plus fournir de soutien. Quand ce moment arrivera, le noyau s'effondrera et la vaste enveloppe ne sera plus soutenue que par en dessous. L'énorme taille de l'étoile deviendra sa vulnérabilité. Lorsque l'effondrement commencera, il se produira rapidement, plus vite que les couches externes ne peuvent en répondre. L'onde de choc qui suivra déchirera l'enveloppe ténue avec peu de résistance. Ce qui était autrefois une étoile s'étendant sur des milliards de kilomètres sera dispersé dans l'espace en quelques heures. Mais pour l'instant, la structure tient. Stephenson 2.18 existe comme l'un des arrangements de matière les plus extrêmes que l'univers puisse assembler. Une étoile construite non pas à partir de solidité, mais à partir d'équilibre. Une vaste atmosphère lumineuse maintenue par l'énergie qui s'écoule vers l'extérieur depuis un noyau plus petit que bien des orbites planétaires. Ce n'est pas un monument. C'est un moment. Et comprendre cette structure répond à une question plus profonde. La plus grande étoile de l'univers n'est pas puissante parce qu'elle est forte. Elle est puissante parce qu'elle est fragile. Des étoiles comme Stephenson 2.18 ne naissent pas comme des géantes. Elles commencent leur vie violemment, mais de façon compacte, chaude, bleue et d'une luminosité féroce. Longtemps avant que cette étoile ne se gonfle pour devenir le plus grand objet connu de son genre, elle existait comme une étoile bleue massive, brûlant l'hydrogène à une vitesse que notre Soleil n'égalera jamais. Pour comprendre comment elle a atteint son état gonflé actuel, il faut suivre sa vie depuis le début. Car pour les étoiles massives, le destin se décide à la naissance. Tout commence par la masse. Les étoiles se forment lorsque de vastes nuages de gaz s'effondrent sous l'effet de la gravité. La majeure partie de ce gaz ne devient jamais partie de l'étoile. Le rayonnement et les vents stellaires le repoussent à mesure que la jeune étoile s'allume. Seule une fraction reste. Cette fraction détermine l'avenir entier de l'étoile. Dans le cas de Stephenson 2.18, cette masse initiale était extraordinaire, probablement entre 25 et 40 fois la masse du Soleil. Ce seul chiffre a scellé son destin. Les étoiles massives ne vivent pas longtemps. Alors que le Soleil brûlera tranquillement pendant 10 milliards d'années, une étoile pesant des dizaines de masses solaires épuise son carburant en quelques millions d'années. La raison n'est pas la rareté, mais l'excès. Une masse plus grande signifie une gravité plus forte, ce qui comprime le noyau à des températures extrêmes. À ces températures, les réactions nucléaires s'accélèrent de façon dramatique. Le noyau de Stephenson 2.18 brûlait autrefois l'hydrogène à des dizaines de millions de degrés, principalement via le cycle carbone-azote-oxygène, un processus de fusion bien plus sensible à la température que celui qui alimente le Soleil. Il en résultait une production d'énergie stupéfiante et une consommation catastrophique de carburant. L'étoile a vécu vite dès le moment où elle s'est allumée. Pendant cette phase précoce, elle ne ressemblait en rien au géant rouge que nous voyons aujourd'hui. Elle était plus petite, peut-être seulement quelques dizaines de fois le rayon du Soleil, mais d'une chaleur torride, brillant d'un blanc bleuté et inondant son environnement de rayonnement ultraviolet. Toute planète voisine aurait été instantanément stérilisée. Pendant des millions d'années, l'étoile a maintenu un équilibre délicat. La gravité tirait vers l'intérieur. La fusion nucléaire poussait vers l'extérieur.
Tant que l'hydrogène brûlait dans le noyau, cet équilibre tenait. Mais l'hydrogène ne dure pas éternellement. À mesure que la fusion convertissait l'hydrogène en hélium, le noyau se remplissait lentement de cendres. L'hélium ne fusionne pas aussi facilement. Une fois l'hydrogène du noyau épuisé, l'équilibre s'est effondré. Sans fusion pour contrer la gravité, le noyau s'est contracté. Ce faisant, il a chauffé, allumant l'hydrogène dans une couche entourant le noyau. Ce fut le tournant. La combustion en couche libère plus d'énergie que la combustion dans le noyau. Et cette énergie devait aller quelque part. L'étoile a répondu de la seule façon possible, en s'étendant. Ses couches externes se sont gonflées vers l'extérieur, se refroidissant à mesure qu'elles se répandaient. Sur des milliers d'années, l'ancienne étoile bleue compacte s'est transformée en supergéant rouge. Cette expansion n'était pas douce, elle était explosive au ralenti. Le rayon de l'étoile a augmenté de centaines de millions de kilomètres. Les températures de surface ont chuté. L'étoile a rougi, et à mesure qu'elle s'étendait, sa gravité à la surface s'affaiblissait, facilitant l'évasion des matériaux. Pour les étoiles dans la plage de masse de Stephenson 218, cette phase peut atteindre des proportions extrêmes. Les étoiles plus lourdes perdent leur couche externe trop rapidement pour s'étendre aussi loin. Les étoiles plus légères ne génèrent jamais assez d'énergie pour se gonfler à de telles tailles. Il existe une fenêtre étroite où l'expansion et la rétention sont parfaitement équilibrées. Cet équilibre est ce qui a permis à Stephenson 218 de grandir plus que toute autre étoile connue. À mesure que l'étoile continuait d'évoluer, la fusion se déplaçait simultanément vers l'intérieur et vers l'extérieur. L'hélium a commencé à brûler dans le noyau, produisant du carbone et de l'oxygène. L'hydrogène continuait à brûler dans des couches au-dessus. Chaque nouvelle étape de fusion a modifié la structure interne de l'étoile, augmentant la production d'énergie et alimentant une instabilité croissante. Et pourtant, de l'extérieur, l'étoile semblait presque sereine, une vaste lueur rouge pulsant lentement, perdant de la masse dans l'espace. Ce calme est trompeur. La phase supergéant rouge n'est pas une longue retraite. C'est l'acte final. Elle dure peut-être quelques centaines de milliers d'années, peut-être moins. À l'échelle cosmique, c'est une pause éphémère avant la catastrophe. Stephenson 218 est actuellement dans cette pause. Son immense taille n'est pas un signe de stabilité, mais de changement imminent. Chaque couche de l'étoile reflète le fait que son noyau manque d'options. Les réactions de fusion progressent maintenant à travers des éléments plus lourds, chaque étape plus courte que la précédente. Ce qui a pris des millions d'années au début de la vie de l'étoile prend maintenant des milliers d'années, voire de simples siècles. L'étoile brûle son carburant restant à un rythme accéléré. Et ce faisant, la perte de masse s'intensifie. De puissants vents stellaires arrachant des matériaux à l'enveloppe externe. Des pulsations envoient des ondes de choc à travers l'atmosphère, éjectant gaz et poussière dans l'espace. L'étoile se désagrège littéralement par les bords, même si son noyau devient plus dense et plus chaud. Cette perte de masse est déterminante. Elle décide de la façon dont l'étoile mourra. Si suffisamment de matière est éjectée, le noyau peut s'effondrer en une étoile à neutrons. Si trop de masse reste, il peut former un trou noir. Stephenson 218 se situe près de cette frontière, son destin encore incertain. Mais une chose est inévitable. Le noyau atteindra finalement un point où la fusion ne peut plus produire d'énergie. Quand le fer se forme au centre, le fourneau nucléaire de l'étoile s'éteindra. La gravité l'emportera en un instant. Le noyau s'effondrera et l'immense enveloppe, tout ce qui rend l'étoile si énorme, sera déchiré lors d'une explosion de supernova. La plus grande étoile connue n'existe que parce que nous l'observons exactement au bon moment. Quelques centaines de milliers d'années plus tôt, elle était plus petite. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, elle aura disparu.
C'est ce qui rend Stephenson 2.18 extraordinaire. Non pas seulement sa taille, mais son timing. Nous assistons au pic de l'expansion stellaire, à un bref alignement de la physique qui produit quelque chose de si grand qu'il frôle l'impossible. L'immense taille de Stephenson 2.18 n'est pas un signe de longévité. C'est un avertissement. Les étoiles ne s'étendent pas à ces proportions parce qu'elles sont en bonne santé. Elles s'étendent parce qu'elles manquent de temps. La vaste atmosphère rouge qui fait de cette étoile le plus grand objet connu de son genre est le symptôme visible d'un noyau qui approche de l'effondrement. Profondément à l'intérieur de Stephenson 2.18, loin sous son immense enveloppe ténue, l'étoile court à travers les dernières étapes de la fusion nucléaire. Ses réactions sont cachées de la vue, mais elles déterminent tout ce qui se passera ensuite. Dans des étoiles ordinaires comme le Soleil, la fusion se déroule lentement et régulièrement, convertissant l'hydrogène en hélium pendant des milliards d'années. Dans les étoiles massives, la fusion est un sprint frénétique. Après l'épuisement de l'hydrogène et de l'hélium dans le noyau, la fusion continue à travers des éléments de plus en plus lourds. Le carbone brûle en néon, le néon en oxygène, l'oxygène en silicium. Chaque étape produit moins d'énergie utilisable et dure beaucoup moins longtemps. L'étoile consomme son carburant restant à un rythme accéléré. Ce processus construit un intérieur en couches, souvent comparé à un oignon. Chaque couche brûle un élément différent, tandis que le noyau devient plus dense et plus chaud. Mais cette progression a une limite absolue. Le fer se trouve au bout de la route nucléaire. Fusionner du fer ne libère pas d'énergie, cela en consomme. Quand le fer s'accumule au centre, l'étoile perd sa dernière source de soutien. À ce moment, le noyau s'effondre. L'effondrement est soudain et violent. En moins d'une seconde, le noyau de Stephenson 2.18 tombera vers l'intérieur à une fraction significative de la vitesse de la lumière. La matière se comprime à des densités inimaginables. Les protons et les électrons sont écrasés ensemble, formant des neutrons et libérant un flot de particules presque sans masse appelé neutrinos. Cette explosion de neutrinos emporte plus d'énergie en quelques secondes que l'étoile n'en a émis sous forme de lumière au cours de toute sa vie. Le noyau qui s'effondre ne disparaît pas simplement. Quand il atteint la densité nucléaire, le mouvement vers l'intérieur s'arrête brusquement. Le noyau se rigidifie, rebondit et envoie une onde de choc vers l'extérieur. Cette onde de choc est le début d'une supernova. Pour une étoile de cette taille, l'onde de choc rencontre d'abord peu de résistance. L'enveloppe de Stephenson 2.18 est vaste, mais mince, plus nuage que structure. L'onde se précipite vers l'extérieur, déchirant des milliards de kilomètres de gaz. Des heures après le début de l'effondrement, l'onde de choc atteindra la surface. Quand cela se produira, l'étoile deviendra brièvement l'un des objets les plus brillants de la galaxie. Depuis la Terre, à 20 000 années-lumière de distance, l'explosion peut encore être visible malgré la lourde poussière qui cache actuellement l'étoile. L'explosion chauffera la poussière environnante, la faisant briller intensément en lumière infrarouge. Pendant des jours ou des semaines, une seule étoile mourante pourrait surpasser des milliards d'autres réunies. C'est le paradoxe de l'échelle. La plus grande étoile connue terminera sa vie dans un événement qui comprime son destin en quelques instants. Ce qui reste au centre dépend de la quantité de masse laissée derrière après l'explosion. Si suffisamment de matière est éjectée, le noyau se stabilisera en étoile à neutrons, un objet de la taille d'une ville contenant plus de masse que le Soleil, tournant rapidement et émettant des faisceaux de rayonnement détectables à travers la galaxie. Si trop de masse reste, la gravité submergera même la pression des neutrons et le noyau s'effondrera en trou noir. Stephenson 2.18 se situe près de ce seuil. Son immense perte de masse au fil du temps peut réduire suffisamment le noyau pour former une étoile à neutrons, où il peut encore s'effondrer silencieusement en trou noir, ancrant le nuage de débris en expansion. Les astronomes ne peuvent pas encore prédire quel résultat se produira. Ce qui est certain, c'est que l'explosion sera transformatrice.
Les couches externes de l'étoile seront projetées dans l'espace à des milliers de kilomètres par seconde. Les éléments lourds forgés dans le noyau de l'étoile et dans l'explosion elle-même se disperseront dans la région environnante. Carbone, oxygène, silicium, calcium, fer, des matériaux essentiels aux planètes et à la vie, seront redistribués dans la galaxie. La plus grande étoile deviendra matière première. Sur des milliers d'années, les débris en expansion ralentiront, se refroidiront et se mélangeront aux gaz interstellaires. Les ondes de choc comprimeront les nuages voisins, déclenchant potentiellement la formation de nouvelles étoiles. La mort d'une étoile ensemencera la naissance d'autres. C'est ainsi que l'univers se recycle. L'explosion de Stephenson 2.18 ne menacera pas la Terre. Elle est trop distante, trop lourdement obscurcie. Mais elle aura une importance profonde. Elle contribuera à l'évolution chimique continue de la Voie lactée, enrichissant les futures générations d'étoiles et de planètes. Il y a une dernière incertitude qui ajoute au drame. Parce que la lumière met du temps. Voyager, l'étoile que nous observons aujourd'hui n'est pas l'étoile telle qu'elle existe maintenant. Nous la voyons telle qu'elle était il y a 20 000 ans. L'effondrement s'est peut-être déjà produit. L'onde de choc de la supernova court peut-être déjà vers l'extérieur. Les photons portant la nouvelle de cette mort sont peut-être déjà en chemin, traversant encore les vastes distances entre les étoiles. Ou l'étoile peut persister encore 100 000 ans, perdant lentement son enveloppe, brillant d'un rouge sombre dans l'obscurité. Nous ne pouvons pas le savoir. La plus grande étoile connue vit derrière un rideau de temps autant que de poussière. Son état présent a été caché par la vitesse finie de la lumière. Nous observons son passé et nous attendons sans le savoir que son avenir arrive. L'existence de Stephenson 2.18 n'est pas seulement une curiosité. C'est une borne frontière. Dans un univers régi par des lois physiques, rien n'est vraiment illimité. Les montagnes ne s'élèvent que jusqu'à une certaine hauteur avant que la gravité ne les aplatisse. Les océans ne deviennent qu'un que si profonds avant que la pression ne remodèle la matière. Les étoiles, elles aussi, sont contraintes. Elles peuvent même grandir, mais seulement jusqu'à un certain point. Stephenson 2.18 semble se situer très près de ce point, occupant le bord extrême de ce que la physique stellaire permet. Cette étoile soulève une question inconfortable. Est-elle la plus grande étoile qui existe, ou simplement la plus grande que nous ayons trouvée jusqu'à présent? La Voie lactée contient des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup se trouvent derrière une poussière plus épaisse que les nuages qui ont caché Stephenson 2.18 pendant la majeure partie de l'histoire humaine. Même aujourd'hui, nous n'avons mesuré la taille que d'une infime fraction des supergéants rouges, avec suffisamment de précision pour les classer. Le détenteur du record que nous connaissons n'est peut-être pas le vrai champion. Ce n'est peut-être tout simplement que le premier que nous avons pu voir clairement. Et pourtant, il y a des raisons de penser que cette étoile est proche de la vraie limite physique. Les modèles d'évolution stellaire suggèrent sans que les étoiles ne peuvent pas s'étendre indéfiniment. À mesure qu'un supergéant rouge grandit, sa gravité de surface s'affaiblit. La perte de masse s'accélère. Les vents stellaires arrachent les couches externes plus vite que l'expansion ne peut y ajouter. Finalement, l'étoile atteint une taille maximale où croissance et érosion s'équilibrent. Au-delà, toute expansion supplémentaire devient impossible. Stephenson 2.18 semble se situer exactement à ce point d'équilibre. Son atmosphère externe est si faiblement liée qu'elle perd continuellement des matériaux dans l'espace. Elle survit non pas comme une structure stable, mais comme un compromis temporaire entre le flux d'énergie vers l'extérieur et la gravité vers l'intérieur. Ce compromis ne peut pas durer longtemps à l'échelle cosmique. C'est pourquoi les étoiles les plus grandes ne sont pas les plus massives. Les étoiles d'une masse initiale bien supérieure à celle de Stephenson 2.18 évoluent différemment. Leur rayonnement intense arrache leurs couches externes avant qu'elles ne puissent s'étendre, laissant derrière des objets compacts et brûlants connus sous le nom d'étoiles de Wolf-Rayet.
Ces étoiles sont puissantes mais petites. Elles ne deviennent jamais des géantes. Les plus grandes étoiles émergent dans une fenêtre étroite de masse initiale, assez massive pour générer une énergie énorme, mais pas tellement qu'elles perdent leurs enveloppes trop rapidement. Stephenson 2.18 semble être un exemple presque parfait de cet équilibre. Si de plus grandes étoiles existent, elles sont probablement rares, éphémères et profondément cachées. De futurs télescopes pourraient encore les trouver. De nouveaux observatoires infrarouges commencent à scruter plus profondément dans les régions de la galaxie encombrées de poussière. Chaque amélioration de sensibilité élargit le volume d'espace que nous pouvons explorer. Quelque part au-delà de notre portée actuelle, un autre géant peut brûler, plus grand, plus extrême, attendant d'être découvert. Ou Stephenson peut rester seul. Dans un cas comme dans l'autre, la conclusion est importante. Si elle reste la plus grande étoile connue, cela nous dit que la physique stellaire fixe un plafond ferme sur la taille. Si elle essaie de dépasser, cela nous dit que l'univers est capable de repousser ses limites encore plus loin que nous ne le pensions. Mais au-delà des records et des classements se trouve une signification plus profonde. Cette étoile nous rappelle que l'univers ne progresse pas doucement. Il saute du familier à l'incompréhensible sans avertissement. Le Soleil qui domine notre ciel est, à l'échelle cosmique, modeste. Des systèmes planétaires entiers peuvent exister dans les atmosphères d'étoiles que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Et pourtant, nous savons qu'elles existent. La lumière de Stephenson 2.18 a quitté sa surface il y a 20 000 ans, bien avant la civilisation moderne, avant l'histoire écrite telle que nous la connaissons. Ces photons ont voyagé à travers la galaxie, se faufilant à travers la poussière, jusqu'à atteindre des instruments construits par une espèce qui a évolué sur une petite planète rocheuse autour d'une étoile ordinaire. Cette connexion compte. Les atomes forgés dans d'anciennes étoiles sont devenus les éléments qui ont formé la Terre. Le fer dans votre sang, le calcium dans vos os, l'oxygène que vous respirez, tout cela a été créé dans des étoiles comme celle-ci et dispersé par des explosions comme celle qui l'attend. En un sens très réel, Stephenson 2.18 n'est pas lointaine. Elle fait partie de la famille. La plus grande étoile connue n'est pas un monument à l'excès. Elle est un rappel de processus, de cycle, de la façon dont la matière circule des étoiles vers l'espace et revient à nouveau, construisant des mondes, construisant la vie, construisant des observateurs capables de regarder en arrière et de comprendre. Un jour, Stephenson 2.18 disparaîtra dans une supernova, laissant derrière elle un vestige compact dans un nuage en expansion de gaz enrichi. De futurs astronomes étudieront ce vestige et reconstitueront l'étoile qui existait autrefois là. Son record pourra être brisé, son nom pourra s'effacer, mais les connaissances qu'elle nous a apportées demeureront. L'univers permet aux étoiles d'atteindre des tailles stupéfiantes, mais pas éternellement. Il leur permet de brûler avec la puissance de centaines de milliers de soleils, mais seulement brièvement. Et il permet à de minuscules observateurs en orbite autour d'une étoile modeste de découvrir ses vérités grâce à la patience, aux mathématiques et à la lumière qui a voyagé à travers des millénaires. La plus grande étoile connue brûle ce soir, cachée aux yeux humains, mais révélée par la compréhension. Et en la découvrant, nous apprenons non seulement combien grand l'univers peut être, mais jusqu'où la curiosité humaine peut atteindre. Il existe une étoile si colossale que si elle remplaçait notre Soleil, sa surface s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Saturne, engloutissant au